AREP est la plus grande agence d'architecture pluridisciplinaire de France, filiale de SNCF Gare et Connexion. AREP a vu son organisation évoluer en mars 2020. Une nouvelle structure pour répondre aujourd'hui aux enjeux stratégiques et environnementaux fixés par le président d'AREP, Raphaël Ménard. AREP s'organise désormais autour de 15 directions au service de ses clients et de ses différents métiers dans les territoires, à l'échelle urbaine, à l'échelle du bâtiment, avec l'expertise d'AREP en matière de mobilité et de construction, qui sont deux des grands émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Dans cette organisation, Philippe Biwix a été nommé directeur général. Il est notre invité aujourd'hui. Il nous parle justement, dans un premier temps, de cette démarche éco-responsable d'AREP que l'on retrouve notamment sur deux chantiers, ceux des gares de Nîmes et de Rennes. Oui, alors je dirais que l'exemple des gares, effectivement, on a essayé d'avoir une démarche sur la question des matériaux, sur la question de l'insertion dans le site, etc. En fait, aujourd'hui, on met en place vraiment une méthodologie qu'on résume avec la petite formule assez simple à retenir, qui est EMC2B, qui rappelle un peu Einstein, mais avec un B qui représente la biodiversité. Je vais y revenir. Donc c'est évidemment la question énergétique, donc sur la question de la sobriété, de l'efficacité, de la mise en œuvre d'un certain nombre d'énergies renouvelables pertinentes à l'échelle des projets. Évidemment, énergie en phase de construction, ce qu'on appelle l'énergie grise, et puis en phase d'usage. Le EM qui est très important pour nous, qui est la question de la matière, donc autour des matériaux employés, de leur recyclabilité, la possibilité de réutiliser évidemment aussi des matériaux quand on intervient en réhabilitation, parce que l'essentiel de notre activité aujourd'hui est quand même tourné autour de la réhabilitation plutôt que du neuf, ou autour des extensions. La question du biosourcé, la question du géosourcé. Ensuite, le C, c'est carbone. Donc carbone évidemment avec la question de quel est l'impact carbone des bâtiments pendant leur phase de construction et d'usage. Le deuxième C, c'est climat. Ça, c'est une manière de dire que le coup est parti dans le changement climatique, bien sûr, malheureusement. Donc on peut l'atténuer, on peut contribuer à adoucir la trajectoire, mais on sait qu'il va falloir s'adapter. Et donc il y a des questions autour des îlots de chaleur, autour de toutes ces questions de ce que sera le climat en 2050 et au-delà. Et évidemment, on construit pour la durée. Et puis le B, c'est la biodiversité, qui est un petit peu le parent pauvre historique, je dirais, un peu dans tous les domaines de l'industrie, de la construction et autres. Et voilà, il faut qu'on développe absolument ces expertises-là sur la question du traitement des sols, sur la question des eaux, sur la question d'artificialiser le moins possible, etc. Donc cette démarche-là, ce crible-là, eh bien, on est en train de le développer, de le déployer, de le tester aussi, aux différentes échelles. Donc effectivement, ça peut être l'échelle urbaine, ça peut être l'échelle du bâtiment, ça peut être l'échelle d'un projet, d'un quartier, et aussi aux différentes phases des projets, puisque en fait, dès la programmation, finalement, on sait que un programme, il va quasiment figer ou embarquer 70% des gaz à effet de serre ou du coût carbone d'un bâtiment. Parce que c'est évidemment à l'expression du besoin que vont se passer beaucoup de choses, parce qu'on a besoin de 1000 mètres carrés ou de 500 mètres carrés, et donc on met en place ces méthodologies-là et ces logiques-là pour pas se dire qu'on va juste faire de l'éco-conception ou de la construction saine et bas carbone, mais qu'on se pose la question dès l'origine du projet. Alors j'aimerais, si vous êtes d'accord Philippe Biwix, qu'on revienne un petit peu sur la réorganisation de AREP. Vous nous l'avez dit, ça a été mis en place au mois de mars 2020. C'était donc au tout début du premier confinement. Alors, j'ose penser que c'était déjà pensé avant, mais est-ce que cette période, cette crise sanitaire économique que nous avons traversée et que nous traversons encore, et qui ont vu évoluer les usages en matière d'immobilier, est-ce que ça a joué aussi justement dans cette année de réorganisation ? Non, comme vous l'avez pointé, en fait, nous le coup était parti avant la crise sanitaire, puisque cette organisation, elle découle d'un plan stratégique qui a été réalisé pendant l'année 2019, donc avec cette volonté vraiment de s'inscrire et d'être un fer de lance et de quelque part de prendre notre responsabilité aussi de plus grande agence d'architecture de France, pour se dire. Nous, on veut pas juste faire des beaux projets, on veut aussi embarquer l'ensemble de la profession, on veut triturer la commande avec nos maîtres d'ouvrage et nos clients, et on a envie d'être un acteur à la fois, je dirais, intellectuel et praticien de cette transition écologique. Donc, ce qui a amené la crise, effectivement, cette crise sanitaire, d'abord, ça a été pour nous
évidemment comme pour beaucoup un révélateur et un accélérateur d'un certain nombre de pratiques. Je pense par exemple à la question évidemment du télétravail, à la question des déplacements, et donc il restera forcément quelque chose. Je pense qu'on restera après la crise des télétravailleurs plus importants que nous n'avons pu être, et puis on sera d'autant plus prudent sur les déplacements nécessaires ou pas nécessaires pour aller voir des clients, des prospects ou autres. Je pense qu'il y a toute une agilité qui s'est inventée et qui va continuer à s'inventer. Alors après, sur la question évidemment de vraiment purement bâtimentaire, le secteur de la construction, il est certain que pour nous, voilà, il y a sans doute peut-être qu'on est en train de passer un pic de l'architecture de bureau ou de l'immobilier de bureau, de l'immobilier commercial, je ne sais pas. En tout cas, il est sûr que voilà, ça va poser des questions d'utilisation des lieux. On sait qu'aujourd'hui, finalement, il faudrait plutôt intensifier les usages des lieux, puisqu'on construit trop. Donc il faudrait construire moins et mieux, mais d'abord moins, et ce en faisant un certain nombre de choses sur lesquelles on peut partager les lieux publics, on peut partager les bâtiments publics, on peut partager même le privé avec des logiques par exemple de mutualisation dans l'habitat, etc. Et je pense que voilà, aujourd'hui malheureusement on est plutôt sur des lieux qui deviennent de fait surdimensionnés ou mal utilisés, puisque évidemment il y a beaucoup de gens qui restent chez eux. Ça va profondément, effectivement, à notre avis, faire évoluer un petit peu le secteur, quoi. Une accélération de la réflexion autour des nouveaux usages consécutifs à la crise sanitaire, mais une réflexion qui était déjà là en ce qui concerne la construction des bâtiments notamment. Autour des nouveaux usages des bâtiments, certainement, oui. autour de la question de leur adaptabilité, c'est-à-dire que il va y avoir, on peut se dire que sur les 2-3 décennies qui viennent, crise sanitaire ou pas d'ailleurs, il y a des questions de relocalisation, par exemple, qui ont été pointées dont l'utilité a été pointée par la crise sanitaire. Donc il y aura sans doute un certain nombre de relocalisations. Il va falloir conserver des fonctions productives, des fonctions logistiques dans la ville. En même temps, sans doute les modes de production et de consommation vont évoluer profondément. On peut penser par exemple à la question des circuits courts, à la question du zéro déchet, à la question du réemploi, des recycleries, ressourceries. Donc tout ça va venir un business as usual historique de l'approche de la ville, et donc ça va être effectivement extrêmement intéressant de se positionner sur ces évolutions et de se dire qu'on va réussir à concevoir aussi des lieux qui seront suffisamment multifonctionnels, qui seront suffisamment adaptables pour vivre justement ces évolutions qu'on peut pas forcément, qu'on peut pas projeter complètement et maîtriser aujourd'hui. On peut penser aussi à la question du vélo, évidemment, et puis nous, on s'inscrit en plus sur la question des transports doux au sens large et de la multimodalité. Donc ça aussi, évidemment, ça va évoluer très fort. Et sans doute, là aussi, la crise sanitaire a montré qu'il pouvait y avoir parfois des coups d'accélérateur. Alors justement, quand on est directeur général d'une agence d'architecture comme AREP, en lien avec SNCF Gare et Connexion, j'imagine qu'en ce qui concerne cette recherche et ces avancées, vous êtes en première ligne. En fait, l'architecte est en première ligne. Disons que pour nous, c'est l'architecte, mais c'est finalement un petit peu tout le monde qui doit jouer son rôle. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage, eux, ils doivent de plus en plus peut-être trouver le courage d'innover, d'expérimenter, de tester des choses, et donc d'être capable un petit peu de triturer leurs commandes. C'est jamais facile, par exemple, on sait que la réhabilitation, c'est toujours plus compliqué que le neuf. On sait que le réemploi de matériaux, ça peut poser un certain nombre de problématiques qui peuvent être économiques, mais qui peuvent être également réglementaires. Donc il faut un accompagnement sans faille de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, il y a la question des conseils, du conseil à maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur lequel on se positionne évidemment beaucoup aussi. Et là, justement, les programmistes, peut-être, de demain seront des gens qui sont là pour chasser les mètres carrés surnuméraires et pour travailler sur le juste dimensionnement, sur le juste besoin, une logique de frugalité qui peut être à la fois une frugalité économique, qui sera la bienvenue d'ailleurs dans les temps actuels, mais aussi et avant tout peut-être une frugalité écologique. Donc voilà. Et ensuite arrive la question de la conception, évidemment, où là l'architecte, il va être sur l'adaptation à l'existant, sur la question des matériaux employés, évidemment, sur les bons choix au bon moment du projet
et évidemment dès l'esquisse ou dès la faisabilité sur des grandes options qui vont embarquer des choix structurels et des choix du coup de carbone qui correspond. Donc oui, effectivement, on essaye de plus en plus, alors être à la pointe, j'en sais rien, puisqu'il y a aussi quelques belles petites agences par-ci par-là, tout à fait avancées, mais en tout cas, oui, pour nous, c'est un virage extrêmement important et indispensable dans lequel on s'inscrit. J'aimerais qu'on dise un mot, Philippe, sur votre ouvrage, L'âge des low-tech. Ce livre, vous en êtes l'auteur, cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on entend par le terme de low-tech par rapport au high-tech, justement? Alors ça nous emmènerait extrêmement loin, mais on va dire que le low-tech a été popularisé peut-être dans le débat sur la 5G qu'il y a eu à l'automne, et donc non, le low-tech c'est pas le retour à la lampe à huile, pour citer notre président de la République. Non, le low-tech c'est d'abord une prise de conscience du fait que les promesses high-tech en fait contiennent un certain nombre d'effets pervers, et qu'on va pas tout résoudre avec la smart city et le numérique. Pourquoi? Parce que on consomme plus de ressources avec le high-tech, et que en général on a plus de mal à recycler les objets high-tech. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui il y a une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans nos vies, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos bâtiments, dans nos objets, etc., dans nos voitures. Et ces 30 métaux sur les 60 sont recyclés à moins de 1%. En fait, aujourd'hui on ne dématérialise pas du tout, et on n'arrive pas à rentrer dans une logique d'économie circulaire. Au contraire, on a plutôt tendance à s'en éloigner. Le deuxième problème, c'est la question systémique, c'est-à-dire finalement on se dit qu'on va régler un problème d'un côté, mais peut-être qu'on en crée un autre. C'est-à-dire que la voiture autonome, elle peut être formidablement partageuse, peut-être, et elle va régler des problèmes en 2030, et elle permettra d'avoir des déplacements qui consomment moins de carbone, qui émettent moins de carbone, peut-être. Mais quel est le prix à payer pour avoir la voiture autonome si on doit pendant ce temps-là stocker des milliers des milliards, que dis-je, de gigaoctets dans des data centers qui seront des données émises et nécessaires par la voiture autonome. Il y a un troisième élément qui est l'effet rebond, c'est-à-dire que malheureusement, à chaque fois qu'on fait de l'efficacité technologique, eh bien, on a tendance à faire aussi de l'effet rebond. Alors, vous pouvez voir l'exemple en Allemagne qui a dépensé depuis 2010 340 milliards d'euros dans la rénovation énergétique de ses passoires thermiques, et qui a gagné 1 kWh par mètre carré et par an, c'est-à-dire à peu près rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La température dans les logements a augmenté, la référence un petit peu de confort s'est décalée, et du coup tout s'est évaporé, quoi. Donc les low-tech, c'est ça, c'est une démarche en fait qui consiste à se dire, à prendre en compte en fait ces problèmes-là, et se dire comment est-ce que je peux réellement orienter l'innovation, orienter ma conception et la manière de fournir des produits, des services, en allant vraiment vers une réduction de l'impact environnemental, en se posant des questions autour de la frugalité, de la sobriété avant tout. Finalement, le meilleur usage, le truc le plus propre, c'est celui qui a rien consommé, quoi. Le mètre carré le plus éco-conçu, c'est celui qui n'existe pas. Et donc ça prend on peut l'appliquer à plein de choses, et en particulier évidemment au domaine de la ville et du bâtiment. Et puis ensuite, il y a la question de l'éco-conception, bien sûr. Alors là, ça c'est déjà des choses qui ont été entamées, mais il faut rentrer plus sur les questions de la matière, sur les questions de la recyclabilité, des incompatibilités métallurgiques. Enfin, il y a des choses autour de la manière dont on conçoit nos objets aujourd'hui. Et puis il y a la question du techno-discernement, c'est-à-dire de se dire il y a des technologies qui sont sans doute très efficaces à mettre en œuvre à un moment donné pour un usage donné, et on peut faire quelque part un rapport coût-bénéfice entre l'installation de la techno et ce que ça va nous rapporter. Et puis il y a toute une série d'autres cas où en réalité finalement la technologie c'est juste remplacer du travail humain, et que finalement on devrait approcher les choses un peu différemment. Tout cela est très clair quand c'est expliqué par un spécialiste qui sait vulgariser son propos. L'ouvrage de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable, est publié aux éditions du Seuil. Pour terminer cet entretien, Philippe Biwix nous parle des objectifs de l'agence AREP pour cette année 2021. Les objectifs, on en a plein, mais le premier, c'est évidemment de continuer à déployer toute notre méthodologie environnementale, à faire ça évidemment en étant avec une performance sans faille, performance pour notre actionnaire qui en a bien besoin évidemment, et puis performance pour les clients en termes de qualité, en termes de délai, etc. Et donc on a la chance quand même d'effectivement nous d'être inscrits avec une partie importante de notre chiffre d'affaires dans
dans la commande de Gare et Connexion, notre maison mère, donc alors qui a ses obligations de sobriété évidemment et de travail sur la réduction possible de tout ce qui est investissement évidemment, pour s'inscrire dans une trajectoire la plus frugale possible. Donc on les accompagne là-dessus. Et puis on est sur beaucoup de sujets de développement évidemment, avec des beaux programmes, des belles choses qui commencent ou qui avancent. Alors on travaille par exemple sur la ville sobre et résiliente. On travaille sur des territoires en transition, par exemple en ce moment pour le Grand-Duché du Luxembourg, sur leur trajectoire à 2050. Donc voilà, il y a toute une foultitude de projets un petit peu à toutes les échelles. Et notre but, c'est vraiment de faire avancer la cause environnementale tout en étant des gestionnaires, bons pères de famille et en ayant une belle diversité de projets dans notre carnet de commandes. AREP affiche clairement aujourd'hui 3 ambitions. Réinventer les relations avec ses clients publics comme privés et développer de nouvelles offres. Rendre concret son engagement pour la transition écologique. Assurer une performance solide à tous les niveaux de l'entreprise. Merci à Philippe Biwix, directeur général de AREP. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.